que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes devenu patient-chercheur? Bonjour, merci aussi à la Maison de médecine et de la culture, et puis à toutes les personnes de Nice qui ont fait que cet événement a eu lieu. Je voudrais juste, avant de répondre à votre question, faire un intermède par rapport à la conclusion qui était faite par mon voisin, Roland, du documentaire, et juste dire que, en fait, il disait qu'il fallait ne pas laisser notre vie sociale menée par les experts, et en fait c'est ce que je mets en œuvre à Montréal, c'est vraiment ce à quoi on participe. D'ailleurs, pour parler d'experts, j'avais écrit, j'avais coordonné une revue en 2010 dont le titre était « Usagers experts, la part de savoir des malades dans le système de santé ». C'est ce qui a fait le lien et ce qui m'a fait collaborer avec l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, j'ai complètement laissé ce terme de patient expert ou d'usager expert, parce que mon expérience démontre que les patients développent un savoir expérientiel, une expertise de la vie avec la maladie, mais je me méfie énormément du terme d'expert. Et je vais vous donner un exemple, et après je répondrai à votre question. En fait, ce qu'on a fait à Montréal, c'est qu'on a proposé proposer un climat et un espace favorable à l'expression des uns et des autres. Et on a monté, avec des méthodologies, des manières de mobiliser les patients et de permettre aux professionnels d'agir légèrement autrement. Et on a fait ça dans différents établissements. Et un jour, on nous a demandé de venir faire une conclusion et une synthèse d'un événement qui avait lieu à Sainte-Justine. Sainte-Justine, c'est l'hôpital des enfants malades de l'Université de Montréal. Et on est venu, nous étions les experts, en fait, de cette mobilisation du savoir expérientiel. Et c'est un médecin qui a proposé cet espace où on a différentes équipes, dont une équipe qu'on avait accompagnée avec le modèle de Montréal. Et il y avait différentes équipes qui commençaient à discuter de la manière de considérer le patient, de mobiliser le patient dans ses propres soins, dans les décisions thérapeutiques, etc., etc. Et il y a les différentes équipes qui ont dit, voilà, nous comment on fait, voilà pourquoi on ne peut pas mobiliser plus le patient, pourquoi on ne peut pas faire plus comme ci ou plus comme ça. Et puis tout d'un coup, il y a une mère qui s'est levée et qui a dit, ce que j'entends là, c'est pas possible, quoi. Vous croyez que vous êtes en train de me dire que je ne pouvais pas me mobiliser, vous croyez que moi je suis là à l'hôpital avec mon enfant depuis quasiment à plein temps, depuis des semaines, vous croyez que tous les scénarios, là, je ne les ai pas déjà, je ne les ai pas déjà faits dans ma tête. Et en fait, à partir de ça, il y a plusieurs mères, certains pères qui commencent à se mobiliser. Et en fait, à la fin de cette session, Vincent Dumès, qui est le Québécois qui m'a fait venir là-bas, qui est un patient, me demande « mais qu'est-ce que je peux dire comme synthèse ?» Et en fait, la réalité, c'est qu'à partir du moment où on avait donné l'espace favorable, ouvert un espace favorable, nous ne sommes pas des experts. Les mères, elles ont dit tout ce qu'il y avait à dire. Et c'est juste pour dire que si jamais on transforme la relation de soins et si on transforme l'organisation de soins, on peut faire confiance à l'expérience des personnes qui vivent la maladie ou qui vivent à côté des malades pour réguler et pour dire ce qu'il y a à dire pour ajuster le système. C'était juste par rapport à... Et donc, vous m'avez posé la question de savoir comment je suis devenu patient-chercheur, en fait. Et moi, j'ai vécu avec la maladie et il se trouve que j'ai eu à faire des soins très techniques et que j'ai commencé à transformer la manière d'organiser les soins pour mes propres soins et que j'ai vu, à titre singulier, individuel, interindividuel, que ça avait donné du sens à l'action des professionnels de santé. Et ça les a énormément redynamisés. Pour preuve, les épisodes dont je vous parle, ils ont presque 20 ans et on continue à se voir avec ces professionnels de santé, tellement ça les a marqués. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois en fait, ce que je leur ai demandé, c'est de m'aider à avoir une autonomie, et pas une indépendance, mais une autonomie des soins par rapport à des soins très techniques que je devais faire tous les jours. Et quand on est arrivé à monter
le processus qui m'a amené à cette autonomie de soins, ils ont trouvé ça tellement génial qu'ils ont voulu faire savoir. Et je me suis retrouvé avec eux à faire des conférences dans les centres hospitaliers sur ben voilà, comment on amène, qui on peut amener, comment on peut l'amener, etc., etc. Et interrogatif de ça, j'ai commencé en fait à me rendre compte que je pouvais sociabiliser mon savoir et mon expérience, et j'ai commencé à faire ça et à construire ça avec des patients, dans les associations de patients, avec des associations de professionnels de santé. Et puis un jour, on m'a dit, ce qui serait bien, c'est de porter tes idées en milieu académique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça aurait plus de crédit, on pourrait mieux diffuser ça. C'est comme ça que je suis devenu patient-chercheur. J'ai commencé par faire, j'entendais la présentation précédente, j'ai commencé à faire un travail universitaire avec une professionnelle de santé. Il a fallu faire accepter ça à l'université, de faire un mémoire co-rédigé. Et donc on a fait un premier travail qui était Internet au service des malades chroniques. Et c'était justement comment aider d'une part les internautes qui se soucient d'informations de santé à développer un esprit critique par rapport à cette information, et d'autre part aux diffuseurs d'informations et de contenus de santé, de comment ils pouvaient organiser cette information. Et puis j'ai prolongé, j'ai commencé à travailler sur le savoir des malades, et aujourd'hui au cœur de mon activité en tant que chercheur, c'est de travailler sur le partenariat de soins. Comment on crée un partenariat de soins? Ben justement, c'était ma question suivante. Donc, merci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le patient partenaire? Et peut-être le modèle de Montréal, justement, qui est ça. Ah, ok. Alors, le modèle de Montréal, c'est qu'on est rentré dans une faculté de médecine. Un jour, un doyen visionnaire a demandé à un patient de venir réfléchir avec les médecins à comment on pouvait envisager la formation des médecins. Et la première chose dont s'est rendu compte Vincent Dumais, c'est son nom, c'est qu'on parlait beaucoup du médecin de demain, mais on parlait peu de la relation, de l'art médical dont Patrick a parlé tout à l'heure. Et en fait, il s'est dit, mais si on veut parler de relation, et la médecine c'est ça, c'est une relation, ça a été dit à plusieurs reprises, il faut aussi savoir à qui on parle en face. Et ça a été de commencer à définir qu'est-ce qu'était le patient. Si on veut connaître le médecin de demain, on a besoin de définir le patient, et donc de travailler sur la relation. Et donc on en est arrivé à faire un profil de patient partenaire, et un profil de patient partenaire, ça ne veut pas dire que tous les patients seront partenaires, mais ça veut dire qu'avec un choix libre et éclairé, ils pourront choisir d'être partenaires, ou d'être plus ou moins partenaires, selon une amplitude. Et à partir du moment où on a défini ce partenaire, eh ben on s'est rendu compte qu'en fait on ne pouvait plus fonctionner dans une approche centrée sur le patient, où le patient est au centre. En fait, le patient devient un intervenant au même titre que les autres professionnels de santé. Il a sa propre expertise, c'est l'expertise de la vie avec la maladie, et les professionnels de santé, chacun dans leur spécialité, ont une expertise de la maladie et du parcours de soins. Alors pour revenir aussi au thème qu'on aborde aujourd'hui, finalement, qui met en lien à la fois le patient, la relation et le numérique, je crois que vous avez aussi développé un outil qui peut faire le lien entre ce partenaire patient et le sujet qu'on a abordé aujourd'hui, qui est donc le numérique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Je vais en parler très succinctement. C'est juste ce que je veux dire, c'est que pour rectifier ce qui a été dit en présentation, le modèle de Montréal n'est pas fondé avec le numérique. J'ai commencé à développer des outils, alors j'ai essayé de les développer de différentes manières, et je suis tombé un jour sur un entrepreneur qui m'a écouté, qui a fait des propositions. On a fait une proposition d'outillage, mais c'est juste de dire, parce que je préférerais qu'on ait des échanges avec la salle, que dans ma manière d'appréhender la santé aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui on pense l'organisation des soins, et après on pense au numérique. Et aujourd'hui c'est plus possible de penser comme ça, on est obligé de penser la relation de soins avec le numérique. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est ce que je constate ces dernières semaines, je suis revenu en France il n'y a pas tellement longtemps, c'est qu'on se retrouve avec des designers et des producteurs d'appareils de santé, où on n'arrête pas de proposer des appareils de santé et il n'y a pas de vision globale. Et moi je constate aussi, j'ai été représentant des usagers en France dans un grand groupe hospitalier dans les années 2000, et j'ai constaté deux choses. J'ai constaté qu'on avait mis des milliards
dans le dossier médical informatisé. Aujourd'hui, il n'y a pas de dossier médical informatisé qui fonctionne. Là, la dernière loi va encore faire une proposition. Et puis, j'ai constaté, parce que je suis allé dans d'autres pays, que les autres pays ont fait pareil. En fait. Ils ont dépensé des milliards et aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas un dossier médical informatisé qui a commencé à vraiment fonctionner au niveau d'un État. Et mon analyse, elle part de ça. La manière dont on pense le dossier médical informatisé, alors que dans la loi, le dossier médical appartient au patient depuis la loi de 2002, c'est qu'on le pense comme un facilitateur de l'organisation, et dans l'organisation avec ses corporations. Et que ça crée, de part le fait que c'est un marché et qu'il y a une demande d'interopérabilité, mais pas d'envie d'interopérabilité du fait du marché lui-même, c'est que ça crée en fait un dossier qui est concurrentiel au niveau des organisations, voire des corporations. Et moi, mon analyse, c'est que si jamais on adossait le dossier médical informatisé aux patients, vous verriez que toutes les organisations et tous les corps professionnels essaieraient de rentrer dans l'organisation. Alors tout ça avec les recommandations qui ont été faites par l'Ordre national des médecins, c'est-à-dire après il faut organiser effectivement la sécurité de l'information personnelle. Et puis une dernière information, c'est que quand j'étais représentant des usagers, donc c'était première partie de la décennie des années 2000, moi ce que j'ai vu dans une certification des établissements hospitaliers, c'est que quand même le dossier, les informations médicales qui sont un CHU sont 20 fois moins sécurisées que ceux d'une banque. Donc ça pose vraiment une question des moyens qu'on met à la sécurité de ces informations. C'est un peu bon là ce que je vous lâche, mais c'est mon expérience de patient comme représentant des usagers dans un établissement de santé.